Bonjour et bienvenue sur Lisa Livres. Donc cette fois-ci pour la véritable vidéo histoire trimestrielle. Oui, la dernière fois on a eu une petite invitée. Là, normalement je devrais être seule. J'ai verrouillé. Non, parce qu'elles vont pas tous s'inviter mes petits camarades. Hein. Bon, je les aime beaucoup, mais il faut quand même que je défasse mes vidéos histoires. Alors, au programme, vous allez voir, hein, c'est fabuleux. Révolution anglaise, ouais, c'est toujours aussi pourriteux, c'est mon truc, donc il va falloir que je le fasse comme ça. La Révolution anglaise, libre d'obéir, Seconde Guerre mondiale. La Commune, là tout de suite vous voyez sur ma tête que je suis heureuse. Voilà. Après on revient à la Seconde Guerre mondiale avec la Dordogne dans la Seconde Guerre mondiale et on finit en URSS. Voilà. Allez, au programme, hein, vous avez vu? Allez, on commence tout de suite par la Révolution anglaise. Alors, Révolution anglaise, c'est un livre donc de Bertrand Cotteret chez Tempus. Alors, c'est l'histoire, j'essaie de vous mettre là. C'est la période de 1603 à 1660, sachant que l'Angleterre a fait sa révolution à peu près un siècle et demi avant la française et à peu près 134 et des poussières avant l'américaine. Elle a fait sa révolution autant politique, sociale, on va dire religieuse, bref, tout ce que vous voulez, quoi. Mais elle va se focaliser surtout sur un homme, Oliver Cromwell, qui va prendre le pouvoir avec l'armée, mais qui va devenir, on va dire, l'homme tout-puissant. Et en fait, le pouvoir monte à la tête, c'est bien connu. Et lui, ça va lui monter plus qu'à la tête. Hein. Voilà, voilà. Ça va anéantir aussi ses ambitions, mais il va mettre en place beaucoup de choses et ça va déboucher sur le système parlementaire qu'on connaît maintenant, sur l'unification, puisqu'il va mater les Irlandais, les Écossais qui étaient un peu trop bruyants à son goût. Enfin, en tous les cas, qui n'étaient pas très copains comme cochon avec lui. Et on se rend compte qu'en fait, le Royaume-Uni n'est pas si uni que ça depuis longtemps. Mais sa force insulaire, sa force parlementaire et toutes les choses qui sont la force de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni maintenant se sont mis dans la Révolution anglaise, en tous les cas ont un pied dans cette Révolution anglaise du XVIIe siècle. Alors c'est un livre assez dense, écrit tout petit. Oui, je sais. Voilà. Au grand mot, il doit faire dans les 640, 630 pages. En fait, de vrai, il y a je ne sais pas combien, 584 d'histoire pure. Et tout le reste, vous avez la chronologie, les bas de page, les notes de page, les références historiques, la bibliographie qui m'a fait tourner de l'œil parce que je me suis dit que je n'aurais jamais lu tout ça. Et que j'ai commencé à quand même, j'ai regardé que les livres en anglais, hein. En français. J'en ai lu très peu en anglais sur cette période-là, j'en ai lu peut-être 5 ou 6, mais pas beaucoup plus. Donc j'ai commencé à regarder tous les livres en français sur cette période-là, et j'ai tourné de l'œil. Parce que je me suis dit, non, tu vas pas jamais arriver à lire tout ça, c'est pas possible. Donc voilà, je me suis arrêtée à ça, et je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de vous le montrer, la Révolution anglaise, donc 1603 1660. Il faut quand même dire que le Charles Ier, là, qui a essayé d'asseoir son autorité, il a été assez maladroit et qu'il en a paumé la tête, hein, en haut. Voilà, donc toute la démocratie de la Royaume-Uni est actuellement rassemblée dans cet ouvrage, c'est-à-dire c'est la base. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est une période que j'aime beaucoup. J'aime bien Cromwell aussi, mais Bertrand Cotteret avait fait une biographie. Alors sur Cromwell, elle est vraiment bien, et il me semble qu'il en a fait un sur Calvin, j'en suis sûre. Je crois qu'il a fait quelque chose sur Henri VIII, mais ça je l'ai pas lu. Mais sur Calvin, je l'ai. Je crois que j'ai pas lu celle-là, mais je l'ai quelque part. Ça fait partie des 2-3 livres d'histoire qui traînent quelque part. Peut-être pas ici et que je n'ai pas encore lu. Ouais, je sais, il y a des livres d'histoire que j'ai pas encore lus. Mais
des trucs mineurs, on va dire, pour moi. Alors, oh punaise. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, la commune, par ordre de lecture, parce que sinon, alors, il n'y a rien contre Monsieur Pierre Milza, hein, l'année terrible, donc la guerre franco-française, la commune, mars-juin 1871. Voilà, voilà. Je sais pourquoi j'aime pas cette période, hein. Alors, je sais que c'est la base de la Troisième République. Je vais essayer de vous le mettre bien comme il faut. En fait, Pierre Milza décrit les conséquences, hein, de l'acceptation du traité de paix que les Prussiens ont imposé, et le fait que bah, y avait une partie de la population française qui n'était pas vraiment très contente et qui pensait que c'était un État assez inacceptable. Alors, on apprend beaucoup pour l'époque, beaucoup sur l'avènement de la Troisième République, mais voilà. Mais là, je sais pourquoi la seconde partie de ce siècle-là me gonfle. Voilà. Autant la première partie du 20e me plaît assez, autant la deuxième partie du 20e siècle m'a toujours horripilé. Sauf la fin, qui se rapprochait plus de la Belle Époque. Mais alors, il y a une partie là, voilà. Voilà, voilà. Je dirais même que c'est la partie entre 1840 et 1890 qui me... Voilà. Donc là, à part me servir pour m'éventer parce qu'il fait chaud. Voilà, donc je l'ai lu. Je crois que j'ai gardé deux. Ah ouais, alors oui, quand même, il faut quand même que je vous montre des trucs. Il y a des très jolies choses, hein, quand même, au milieu. Ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, voilà. Les barricades, l'arbre de Paris. Enfin, voilà. Il y a quand même les premières, il y a des premières photographies aussi. Donc, enfin, il y a des photographies d'époque, hein. Voilà, donc ça, ouais. Alors, par contre, le reste. Ouais, non, je sais. Honnêtement, si vous voulez me faire un cadeau empoisonné, vous me filez cette période-là, ça va le faire très très bien. Autre livre, par ordre de lecture. Je vais y arriver. Voilà, alors le petit bijou qui est là, c'est la Dordogne écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un condensé en fait de plusieurs articles de spécialistes, hein, de leur partie. Tchoum, pardon, c'est pas faute de prendre des cachets quand même, hein. Donc c'est un ouvrage magnifique, si vous voyez, c'est un peu et dedans c'est papier glacé. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, c'est une petite merveille. Ça a été. C'est que franchement des gens qui touchent leur bille sur la Seconde Guerre mondiale en Dordogne. Alors, c'est évidemment basé sur mon département chéri à moi. Alors vous imaginez, Dordogne plus Seconde Guerre mondiale. Il y a Bibi qui a fait ouais, c'est pour moi. C'est édité chez Fanlac. Ah oui, l'autre, je l'ai pas dit, c'était Perrin, celui de Pierre Milza. C'est chez Fanlac. Fanlac, c'est une maison d'édition périgourdine que j'aime beaucoup, qui a toujours fait du très haut niveau quand même. Alors, il parle de tout, hein, de tout ce qui s'est passé pendant la période. C'est très richement illustré, il y a beaucoup de chronologie. Voilà, ce que j'aime, c'est ça. Vous voyez, c'est assez aussi didactique pour les, on va dire, pour les nuls, hein, ce qui est pas le près de ce bouquin. Il faut quand même avoir un petit peu sous le capot pour lire ça. Il faut s'intéresser aussi à la période en Dordogne, hein, si vous n'aimez pas ce genre de choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Il y a les maquis, il y a les groupes ah, voilà. On vous montre aussi les résistants connus en Dordogne, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a tout ce qu'il y a pendant la Seconde Guerre mondiale sous, en Dordogne. Donc ça va du statut des Juifs aux maquisards, de maquisards aux miliciens, de la résistance au ticket de rationnement, le tout sur du papier glacé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que c'est une petite merveille à lire, qu'il est agréable, qu'il y a des gens qui ont écrit que j'aime beaucoup. C'est co-dirigé par Anne-Marie Cocula et Bernard Lachaise, qui sont des professeurs, on va dire, émérites d'histoire. Et le reste aussi, hein, il y a beaucoup de directeurs de professeurs d'histoire, de directeurs de chaire, d'excellence, etc. Enfin bref, c'est du lourd, hein, les historiens qu'il y a là. Donc quand je vous dis c'est du lourd, c'est du lourd. C'est une petite merveille
parce qu'il est beau, mais c'est une petite merveille aussi pour apprendre beaucoup de choses. Ouais, il y a des trucs de fin là qui tombent. Voilà, donc franchement, j'ai passé un très très beau moment. Et oui, la couverture de photos, c'est quand le général de Gaulle est venu à Périgueux en 1945. Voilà, donc il fallait quand même le montrer. Franchement, c'est un très très beau bouquin. Moi, j'ai vraiment adoré le lire parce que ça m'a replongé dans mes discussions avec mon grand-père et mon oncle et avec leurs vieux copains de l'époque qui avaient vécu cette période et qui connaissaient autant les maquis que le STO, etc. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de lire. Et puis j'aime bien beaucoup Fanlac. C'est une très bonne maison d'édition. Autre livre que j'ai lu, Les Abris. Le spectacle de la Révolution, donc ça s'appelle La culture visuelle des commémorations d'octobre que j'ai reçu par la masse Babelio en SP des éditions Antipodes. Alors c'est une maison d'édition qui l'a sortie en 2017. Ça s'attache en fait, c'est très richement illustré pareil. Hein, voilà. Bon, il y a des très très bons textes aussi, hein, qu'on ne sait pas, mais ça vous montre en fait tout ce qui est la culture visuelle des commémorations de la Révolution d'octobre. 17, je précise. Donc ça va des défilés qui à l'époque étaient un peu folkloriques, c'était un peu open bar, hein, on va dire, c'était un peu flower power, hein, enfin, de l'époque. Et ça va jusqu'au défilé militaire qu'on connaît maintenant. Donc en gros, c'est toute l'explication de comment c'est devenu au fil des années très militarisé, très chorégraphié, on dirait, pour commémorer cette révolution d'octobre. Ensuite, il vous parle des statues, il parle des timbres, il parle des objets décoratifs, il parle des affiches, des posters, de la propagande. Bref, tout ce qui a été mis en place par le pouvoir soviétique et par les différents partis communistes mondiaux, on va dire, pour promouvoir cette révolution d'octobre, que ça soit aussi par les films, puisque bon, il y a quand même pas mal de films qui traitent de ce sujet. Alors des films qui sont pro ou contre, enfin en anglais c'est ça, alors c'est contre ou pour. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des documentaires, ils vont vous expliquer, vous voyez par exemple, la révolution russe était même souhaitée en espagnol. Donc il y avait des choses comme ça, toute la propagande, tout le déroulé de cette évolution visuelle, culturelle de la Révolution d'octobre. Tout ce qui a été mis, les cartes postales qui peuvent être éditées pour que vous puissiez l'envoyer à un nouveau pote pour promouvoir, etc. Les statues, on en parle des statues, non, des tableaux, enfin bref. Voilà. Donc c'est vraiment très didactique aussi, c'est très bien, très très bien illustré. C'est vraiment un très très bel ouvrage. Si vous aimez cette période-là, si vous vous intéressez à l'URSS, à la commémoration, à l'historique, à tout ce qui est visuel, tout ce qui est vraiment euh, la propagande, la promotion d'un événement, comment on peut promouvoir et faire passer des informations dans des simples timbres-poste. Franchement, ouais, je suis tombée dessus. Franchement, si je tombe sur un jour sur une possibilité d'avoir ce genre de timbre, mais je les prends en fait. Parce que il y en a un ou deux là, ils sont tellement beaux. Non mais sérieux, hein, vous vous dites c'est pas une question de propagande. Vous voyez, il y a même le Vietnam qui avait émis un timbre pour fêter la révolution d'octobre. Alors c'est vraiment un livre passionnant. Mais vraiment, moi je me suis éclatée à lire ce livre. Alors d'abord j'ai lu tous les textes, je vous le dis tout de suite, j'ai lu les textes, j'ai même pas regardé les photos. Et, et après j'ai détaillé toutes les affiches, toutes les illustrations, tout. J'ai bouffé le livre, mais j'ai adoré. Voilà. Donc j'en ai fait un peu j'en ai fait une chronique sur version, on va dire, écrite sur le site ou sur le blog et sur le site. Je crois que j'ai mis les deux. Mais franchement, je voulais vous le présenter en livre d'histoire parce que ça vaut le coup. Il date de 2017, les éditions de l'Antipode. Je remercie encore Babelio parce que c'est rare que je demande un livre dans la masse critique Babelio. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, je peux pas louper ce genre de choses, c'est pas possible. Et dernier livre, vous voyez, c'est rapide. Vous allez me dire, ça y est, c'est reparti pour un tour. Bah, c'est reparti pour un tour. Voilà, voilà. Ça s'appelle Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui de Johann
Couteau, que je ne me trompe pas, c'est chez Gallimard. J'en ai un autre de ce monsieur que j'ai, qui s'appelle La loi du sang. Oui, je ne sors pas du contexte. Alors, cette fois-ci, en fait, on est plus dans un essai qui nous explique le management qui a été mis en place, on va dire, par des méthodes assez théorisées. En fait, le but, c'était de fixer des objectifs par la hiérarchie nazie, mais de laisser suffisamment de liberté à la personne qui allait faire et adapter ses outils de travail pour atteindre les objectifs, afin que cette personne soit, entre guillemets, libre d'obéir. C'est-à-dire que sous contrôle de l'atteinte des objectifs, elle avait la liberté de choisir comment elle allait s'organiser, quels moyens elle allait utiliser, etc. Ce qui laisse quand même beaucoup de liberté. On en connaît qui ont pris beaucoup de liberté, mais qui suivaient les ordres de plus haut. En gros, qui voulait atteindre les objectifs qu'on leur avait fixés à n'importe quel prix. Donc, en fait, à la base, c'est un homme qui s'appelle Reinhard Röhm. Je crois qu'on dit Röhm en allemand, parce qu'il y a un tréma sur le O. Mais ne me demandez pas, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Je suis vraiment une daube avec ça. Je suis vraiment un boulet, moi, avec l'allemand, c'est pas... Non, mais vraiment, quoi. C'est France Éditeur, mes potes de ski, qui, quand j'étais plus jeune, qui arrêtaient pas de me... sur les télésièges, qui arrêtaient pas de me... On finissait en anglais ou en français parce qu'on n'y arrivait pas. Et en fait, cet homme était un ancien général SS qui, après la guerre, a monté une académie, je ne sais plus où, pour former en fait des cadres selon une technique de management qui est toujours enseignée. Alors, il faut quand même voir cet essai. En fait, l'auteur le dit d'entrée de jeu. Il exprime ça facilement, c'est-à-dire qu'il dit que depuis la République de Weimar, il y avait des tonnes de juristes qui avaient été en fait à la pointe de l'organisation du travail, qui se sont retrouvés dans cet état qui était l'état du Troisième Reich, donc totalitarisme, qui n'est pas un état totalitaire parce qu'en fait, en gros, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'un État totalitaire, ça veut dire que tout le monde est pour l'État, alors qu'on sait que beaucoup de dignitaires nazis n'étaient pas du tout n'aimaient pas l'État en lui-même, ce qui est représenté, et que ces buts définis par la hiérarchie laissaient beaucoup de liberté d'organisation. Et en fait, dans le management actuel, qui a perduré après la guerre et qui s'est appliqué à pas mal de pays, en matière de, on va dire, de DRH et de management, c'est de laisser de la liberté à la personne à qui vous avez fixé des objectifs, libre à elle de choisir comment elle va les appliquer. Donc on connaît tous le côté management, effectivement, de délégation de responsabilité. Je te délègue la responsabilité de faire ça, tu es libre de faire comme tu veux, mais de toute façon, tu dois atteindre ce quota-là. Et alors c'est très bien quand c'est dans le monde feutré, mais dès que ça commence à dévier, c'est beaucoup plus sournois que ça en a l'air, sachant que c'est quand même une doctrine assez militaire, et si vous l'adoptez à la politique et à l'économie, ça peut faire beaucoup de ravages. Et l'auteur explique que ce management-là a perduré pendant des décennies après la guerre, et qu'il y a encore des écoles qui peuvent le donner, qu'il y a sûrement nos managements actuels qui sont basés sur cette doctrine-là, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'organiser une réflexion pour l'organisation du travail basée sur le fait que tu dois aller du point A au point B, on te dit qu'il faut que tu ailles au point B, mais on ne te dit pas comment. Donc tu fais absolument ce que tu veux tant que tu as réussi à aller au point B et que tu as rapporté un peu de fric, ou que tu as rapporté quelque chose. Voilà, donc il explique tout simplement que ce management-là, c'était un peu la technique du Troisième Reich, c'est-à-dire que on te fixait en gros de tuer 200 personnes, la manière que tu avais de les tuer, on n'en avait un peu rien à faire, ou pas trop, ou alors on te disait tu fais ça, 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 et puis tu fais un peu ce que tu veux, parce qu'en gros, t'es libre tant que tu as atteint les quotas. Voilà. Ce
qui fait froid dans le dos dans ce roman-là, c'est quand vous savez que bah, le management, ce type de management a perduré pendant des décennies et que peut-être encore dans certaines sociétés, ou que même maintenant encore, on a ce côté euh, bah, d'atteindre des objectifs en laissant la- le, le- son, son subordonné libre d'appliquer. Et on voit dans certaines sociétés où sous raison de faire un quota et d'atteindre des objectifs chiffrés, bah, vous avez des managers qui vont, par graduer, c'est-à-dire du plus haut au plus bas, vont exercer des pressions toujours sur le subordonné, sur celui du dessous, pour atteindre des cadences infernales pour la personne lambda qui est en bas de la chaîne. Voilà. C'est un essai intéressant à lire, hein. Honnêtement, Libre d'obéir, de Johan Chapoutot chez Gallimard. J'ai hâte de lire La loi du sang, parce que j'aime beaucoup, premièrement, j'aime beaucoup la façon qu'il a d'évoquer les choses, etc. C'est très facile à lire, enfin, voilà. Et puis, comme je vous dis, c'est quand même assez. Ça fait un peu froid dans le dos quand même, hein. Je me disais que finalement, voilà, c'était un peu un système très administratif et qui laisse pas de place, qui vous laisse libre d'obéir. Donc vous êtes libre. Voilà, en gros. Mais d'atteindre sous contrôle vos objectifs, n'oubliez pas, donc les mecs. Voilà. Donc c'est libre d'obéir. Très très intéressant. Franchement, c'est un des bouquins que j'ai. Bon, il n'est pas très gros, hein, il est très rapide, mais je l'ai lu avec avidité, on va dire. Donc, Libre d'obéir. Ah, là, très joli, le spectacle de la Révolution. Ah, voilà, voilà. Si vous voulez vous lancer dans un nouveau état totalitaire, vous avez la marge de manœuvre et savoir comment vous pouvez organiser votre petite propagande. C'est mignonne, hein. Je vous donne des trucs en plus. La petite merveille, hein, la Dordogne dans la Seconde Guerre mondiale, la merveille, hein. Ça, alors moi, oh, mais je l'aime ce bouquin. Bon, bref, on se calme. De toute façon, non, je ne suis pas sponsorisée par Fnac. De toute façon, je ne ferai pas de sponsoring avec elle, cette maison d'édition, parce que je l'aime tellement que je suis capable d'acheter n'importe quel bouquin qui sort de cette maison. La Révolution anglaise, donc 1603-1660 de Bertrand Cotteret, donc chez Tartus, qui vous pose les bases de ce que Cromwell a fait et a pas fait, et comment il a mené, on va dire, le royaume uni. Oh la fille qui ne vante pas du tout le bouquin. Non, si vous aimez les communes, cette période-là, il est génial le bouquin. Perso, hein, il est très très bien fait. Qu'est-ce que je me suis ennuyée, enfin bon bref. Mais c'est moi, hein, c'est ma période. Je ne sais pas pourquoi on m'a acheté ça, quoi. D'ailleurs, j'ai cherché, on me l'a acheté, hein, c'est pas moi qui l'ai acheté, ça je peux vous assurer. Mais je sais pas pourquoi on m'a acheté ça en fait. Je ne dis pas. Ah si, je sais. C'était dans les trucs, le grand livre du mois. Donc à mon avis, c'est un maison que mon papounet qui m'avait acheté ça parce qu'il a dû se dire que j'étais une brêle sur cette période et qu'il pensait que j'allais être moins brêle. Je suis moins brêle, hein. Quoique, pas sûr. Quelle horreur. Bref, voilà, donc ça c'est tous les petits livres que j'ai lus depuis un trimestre. C'est pas mal. Enfin, je suis pas sûre que ce soit exceptionnel, mais pour livre d'histoire, je trouve que c'est pas mal du tout. Sachant que, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu des coups de cœur pour les 4 là. Pas que la commune et moi, hein, mais c'est juste que c'est moi, quoi. C'est juste que je suis vraiment pas bonne sur cette période-là et que voilà. C'était le point histoire, un trimestre. Le prochain, c'est en octobre. Bon, bah, il y aura déjà la loi du sang. Je pense qu'il y en a deux autres, mais il n'y en aura pas beaucoup plus parce que bah, j'ai des impératifs en septembre et en octobre et que j'ai envie de faire autre chose. En fait, je mets des projets en place, donc il y aura peut-être moins de temps pour lire des livres d'histoire. Prochain vidéo. Et je crois que le prochain vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est
Alors, la prochaine vidéo, non. La prochaine vidéo, c'est la chronique du livre de Sylvie Estienne qui est Not Your Prince Charming. Et ensuite viendra le point lecture. Sachant que dans le point lecture, il y a un livre qui va me faire assassiner par tous les fans, que je n'ai pas vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vous le dis tout de suite, ça va me prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Insta où j'ai dit ce qui n'allait pas et que j'ai pas envie de m'étaler parce que personnellement, je pense qu'il aurait fallu que je fasse une vidéo que pour ce roman pour dire où ça allait pas, ou ce que j'avais pas aimé. Euh, mais, euh, mais je me suis raisonnée, je me suis dit que c'était ridicule de faire ça. Je vais juste dire mon avis personnel, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré et qui vont me tomber à bras raccourcis dessus en me disant que je n'ai rien compris, que je suis insensible et que je suis nulle. Je me suis attachée à la petite histoire et à la grande histoire. Malheureusement, la grande histoire a beaucoup péché et c'est ce qui m'a beaucoup gâché la lecture. Voilà. Bah écoutez, bonne semaine, je vous embrasse. Et puis bah, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà. Il y aura une vidéo début septembre pour vous expliquer comment je vais faire et vous expliquer la lecture commune et vous expliquer certaines choses. C'est pas une grosse révolution, c'est une petite révolution. C'est même pas une révolution. C'est déjà ajustement en fait. En gros. Bon bref, on s'en fout. Allez, bonne semaine. Amusez-vous bien et puis portez-vous bien surtout.